Donc maintenant que vous connaissez mon nom, donc je suis le chef de l'unité d'épidémiologie donc de l'Institut Pasteur de Madagascar. Donc je suis arrivé dernièrement sur ce site. Donc on m'a demandé de vous faire une présentation. Donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de paludisme et urbanisation, d'en faire un petit peu une revue générale pour ouvrir un petit peu les débats et finir peut-être sur une discussion et sur vos expériences, l'expérience des uns et des autres. Donc dans un premier temps, je parlerai du phénomène d'urbanisation dans sa globalité, dans sa généralité et dans sa spécificité aux pays africains. Et ensuite, on essaiera de voir un petit peu quelle implication ça peut avoir au niveau du paludisme. Donc on sait que l'urbanisation donc est un phénomène majeur au niveau mondial et on a tous les ans une augmentation de 60 millions de nouvelles personnes dans le milieu urbain contre, vous voyez, 20 millions au niveau rural. Donc ces taux de croissance sont, comme vous pouvez le voir, un petit peu non homogènes en fonction des continents, avec des taux de croissance européens qui sont assez faibles et des taux de croissance dans les pays en développement et notamment en Afrique qui sont bien plus importants. Alors pour cela, on a effectivement une explication, il suffit de regarder ce graphe un petit peu, et on a déjà aujourd'hui dans les pays industrialisés à peu près 80 à 90% de la population, on dira plus de 80% de la population qui vit en milieu urbain, alors que dans les pays en voie de développement, on est autour de 40%. Ce qui fait confirmer donc par des données qu'on retrouve dans certaines revues, avec en 2003 donc près de 40% de la population africaine vivait donc en zone urbaine. Mais cette situation africaine, comme vous pouvez le voir, n'est pas homogène et on a donc une urbanisation plus importante, je dirais, en Afrique australe et en Afrique du Nord, avec peut-être quelques poches particulières, là où est Djibouti, le Gabon, la Libye, sur la bibliographie que j'ai pu faire. Dans les projections pour les prochaines années, on estime que d'ici 15 ans, en Afrique, on aura un doublement de la population urbaine, du fait donc d'un taux annuel d'accroissement qui a été évalué dans ce que j'avais lu à environ 6%, qui est un peu plus qui est supérieur à la diapo précédente, puisque la diapo précédente que je vous ai montrée, on était dans les 4,5% pour l'Afrique. Donc l'urbanisation est essentiellement due donc à ces flux migratoires, avec les populations des zones rurales qui rejoignent le milieu urbain pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être des raisons pour des problèmes de conflits internes au niveau des pays, essentiellement également pour des raisons de pauvreté, et on essaie de rejoindre le milieu urbain ou considéré économiquement plus fort. Par contre, quand on lit un petit peu les différentes références bibliographiques, on voit que le taux de natalité, lui, par contre, a peu d'impact, je dirais, sur cet accroissement de la population en milieu urbain. Si on essaie de caractériser un petit peu donc cette urbanisation en pays africains, je la considérerais un petit peu comme incontrôlée, c'est-à-dire avec des zones périurbaines qui se développent et qui sont loin de ressembler, je dirais, à des quartiers résidentiels et que je nommerais plutôt bidonvilles. Et on a également une urbanisation qui est non planifiée et qui se traduit donc par une absence de réseau d'eau potable, une absence de réseau d'évacuation donc des eaux usées, et également donc une absence de ramassage des ordures ménagères, et tout ça fait le lit des épidémies et du développement de maladies à potentiel épidémique dans ces populations. Donc on peut se poser la question de savoir est-ce que le paradigme du monde rural, c'est-à-dire qui nous dit que déforestation et l'activité humaine, que ce soit agricole ou domestique, favorise le développement donc des vecteurs du paludisme, peut-il être appliqué en milieu urbain? Parce qu'on est bien parti généralement de ce paradigme.
Donc pour essayer de voir, on voit un petit peu la relation, on voit la relation, je dirais, entre l'homme et le moustique à travers le cycle du paludisme. Si je reprends ce cycle, je vois bien qu'il y a une relation entre l'homme et le moustique, et que l'homme est à la fois, je dirais, réservoir de parasites et à la fois victime de la maladie. Et donc c'est cette relation homme-moustique qu'il faut étudier pour voir un petit peu quel est l'impact de l'urbanisation sur cette relation. Donc on voit bien que le moustique en milieu urbain comme en milieu rural d'ailleurs est au cœur de la problématique et subit l'influence à la fois donc de l'action de l'homme, mais également donc des actions environnementales et climatiques. Et donc on n'a pas ici, là je dirais, j'ai pas de spécificité particulière dans les grandes généralités entre milieu urbain et milieu rural. Donc l'impact de l'urbanisation sur le plan entomologique, on sait qu'il y a donc une augmentation de la densité humaine et que cette augmentation de densité humaine entraîne donc des facteurs défavorables aux vecteurs, notamment la pression foncière. Plus je construis et moins je diminue donc les gîtes naturels. Donc je remplace les gîtes naturels par du béton et à ce moment-là j'ai moins de moustiques. La pollution du milieu, c'est-à-dire que les gîtes naturels ne sont plus avec des eaux claires mais avec des eaux polluées et donc je favorise plutôt le développement des culex que des anophèles. Et j'ai donc également donc une réduction du degré d'exposition qui se fait de façon naturelle puisque j'augmente ma population, donc mon dénominateur, et j'augmente pas forcément ma population de moustiques infectants. Donc j'ai une dilution du risque, je dirais, dans une population humaine qui est plus dense. Donc je vous lirai simplement cette phrase. La transmission anophélienne est globalement donc plus faible en zone urbaine qu'en zone rurale du fait de ces différents facteurs. Et je peux vous en donner un exemple à partir d'une étude qui a été faite au Congo-Brazzaville, donc zone de forte transmission, pays du moins de zone de forte transmission. Et on voit bien qu'il y a une différence importante entre une urbanisation où on a entre 1 et 100 piqûres et les zones rurales où on a entre 200 et 1000 piqûres. Cette hétérogénéité de la transmission vient donc des faciès épidémiologiques. Et donc voilà ici une étude qui nous montre que lorsqu'on a la différence entre un faciès, je veux dire intermédiaire et un faciès stable, que ce soit au niveau urbain et rural, et l'on voit également donc cette différence entre milieu urbain et milieu rural. L'hétérogénéité est également due à la structure propre des agglomérations. Et donc là, je vous montre toujours sur la même diapo la différence entre des centres urbains, c'est-à-dire des villes correctement urbanisées, et puis des périphéries qui sont plutôt, comme on disait au début de cette présentation, qui sont plutôt des bidonvilles. Et donc que ce soit au niveau d'une zone de transmission, je dirais intermédiaire et une zone de transmission stable, on voit bien qu'il y a une différence entre centre urbain et périphérie. Donc là, je reprends donc un petit peu, je vous rappelle un petit peu à travers cette diapo que la non-homogénéité dépend donc à la fois des structures des quartiers et à la fois du faciès épidémiologique. On reprend le cas du Congo. On voit que lors de l'urbanisation, tout à l'heure, je vous ai montré des chiffres où je parlais de 1 à 100. L'urbanisation ancienne, c'était moins d'une piqûre infectante par personne pendant 3 années. L'urbanisation récente, on a 100 piqûres infectantes par personne et par an. Et je vous rappelle qu'en milieu rural, on était entre 200 et 1000. Un autre exemple à partir de Bobo-Dioulasso, qui est donc dans une autre zone de transmission, où en urbanisation ancienne, on a donc une piqûre infectante tous les 7 ans. Se rajoute ici un critère particulier dont on n'avait pas parlé, donc c'est la proximité d'une rivière, d'une zone d'eau, donc on voit bien apparaître ici la possibilité d'avoir des gîtes larvaires proches des villes, avec une piqûre infectante par personne tous les 2 ans. Et en urbanisation récente, 5 piqûres infectantes par personne et par an, donc on voit bien un gradient
plus on s'éloigne du centre des villes et des quartiers dits résidentiels, et plus le risque augmente. Ouagadougou maintenant, on a l'appareil, on aperçoit exactement la même problématique entre, des quartiers centraux, et là encore apparaît la problématique des marigots et la proximité d'un barrage qui entraîne, vous voyez, un nombre de piqûres bien plus importantes que ce que l'on avait à Bobo-Dioulasso. Donc là, j'ai repris les diapos d'une étude qui faisait un petit peu la synthèse de plusieurs zones de transmission. Avec en rouge, je vous ai mis les moyennes qui représentent donc les barres noires de ces boîtes à moustaches, et en bleu, vous avez les médianes, donc avec une échelle logarithmique, et on voit bien donc la différence entre les centres urbains, je dirais, et la périphérie qui semble, elle, se rapprocher quand même d'un profil d'exposition, je dirais, d'un milieu rural. En milieu urbain, donc, on note une faible mobilité des anophèles, et donc une étude qui a été faite à Dakar au Sénégal montre que plus on s'éloigne du gîte larvaire, et moins le risque est important, ce risque étant mesuré par le taux annuel d'inoculation entomologique, qui est, vous voyez là, 20 fois inférieur quand on se trouve dans un rayon de 500 à 700 mètres par rapport à des personnes qui vivent dans un rayon de 0 à 100 mètres d'un gîte larvaire. Et donc on aura plus de risque, plus de chances de trouver donc une maladie autour des gîtes, et plus on s'éloignera, moins on aura de risque d'être malade. Donc les vecteurs en milieu urbain, on trouve Arabiensis et Funestus. Ça c'est une étude de synthèse, et je vous montre une étude qui a été faite à Tananarive en 2003 et qui montre bien la présence donc d'Arabiensis essentiellement, et Funestus, je dirais, représente peu de choses, d'accord. L'impact de cette urbanisation donc sur le plan parasitologique, donc on a montré qu'il y avait une hétérogénéité de la transmission, ça maintenant on est d'accord, on l'a bien vu, cette hétérogénéité qui était liée à la fois donc au faciès épidémiologique ou au profil épidémiologique, et également donc au type de quartier dans lequel on vit. Et donc cette hétérogénéité nous amène à une hétérogénéité de la prévalence, et c'est ce que l'on va essayer de montrer à travers différentes études. Donc là, c'était une étude qui s'est intéressée à mesurer les indices plasmodiques chez les enfants de 1 à 15 ans au Congo. Donc en zone rurale, vous voyez que vous avez un indice plasmodique 79 à 94. En zone urbaine centrale, nous avons des indices très faibles, et on retrouve des indices qui sont quand même proches ou équivalents, je dirais, à ceux de la zone rurale quand on est dans des quartiers périphériques. Là, on est au Congo, donc on est dans une zone de transmission permanente, stable. Quand on regarde à Ouaga sur des enfants de 0 à 5 ans, en zone rurale, donc on a un indice à 62%. En zone urbaine, donc on retrouve exactement le même scénario, avec des taux faibles, des indices faibles, je dirais, au niveau urbain central par rapport au quartier plus périphérique. On continue sur une prévalence au niveau des consultants à Abidjan. Donc il y a des groupes ayant de la fièvre, des groupes contrôle. Donc quand vous regardez, on trouve très peu de différence finalement dans cette zone entre ce qui se passe dans les centres et ce qui se passe en périphérie. Ouagadougou encore, sur des consultants. Là, c'est à peu près, je ferai un petit peu la même remarque, avec finalement des différences assez faibles ici, peut-être un peu plus importantes au niveau périphérique. Ça, ce sont des enfants scolarisés, donc avec, il vous manque un peu les images, c'est dommage. Donc ici c'est le palu, et ici c'est les fièvres, d'accord. Donc on regarde le palu, on voit bien un gradient en fonction donc de l'endroit où on se trouve, avec des gradients là qui sont proches, je dirais, qui sont des gradients du milieu rural par rapport aux zones intermédiaires et centrales qu'on trouve en milieu urbain.
À Cotonou, autre zone, autre problématique. Là, pareil, on voit peu de différence. Hein, c'est le palu est ici. Et enfin, en Tanzanie, là, on retrouve exactement la même chose donc qu'à Cotonou, donc avec peu de différence, je dirais, entre centre intermédiaire, périphérie, peut-être un peu plus avec le milieu rural, mais on voit bien qu'on est dans des zones de transmission faibles. Et quand on regarde donc une étude qui a été faite à Tana sur les consultants, concernant 2 études transversales sur 43 centres de santé, menées en février-mars, on trouve 1,9% des fièvres qui sont du palu, en juillet-août 1,5% des fièvres qui sont du palu. Donc un indice vraiment très 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 faible sur les consultants. Donc un impact sur le plan biologique, urbanisation et immunité, donc moins de transmission veut dire donc acquisition retardée de l'immunité. Et donc des exemples, à Brazzaville par exemple, 63% des enfants de 6 à 9 ans n'avaient pas d'anticorps antipaludiques, c'est une étude de 1986, alors qu'en zone rurale, tous les enfants qui avant l'âge de 5 ans possédaient déjà donc des anticorps antipaludiques. Donc on voit bien qu'en milieu rural, alors qu'on est dans une zone de transmission permanente, le milieu rural est assez protecteur pour les enfants. Donc qui dit niveau d'immunité faible dit donc absence de prémunition et donc dit risque accru d'épidémie et d'apparition de formes graves de paludisme à un âge plus tardif. Ce que nous allons voir en étudiant un petit peu l'impact sur le plan clinique du paludisme. Donc quelles sont les évolutions attendues quand on sait un petit peu tout ce que je vous ai dit. Les points positifs, c'est comme on a une diminution de la transmission, on devrait voir une diminution globale de l'incidence du paludisme. Et les points négatifs, c'est une augmentation, comme je vous disais tout à l'heure, une augmentation relative des formes graves et le risque de voir se développer des épidémies, et notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Donc on étudie un petit peu les accès simples. Là on reprend toujours à peu près les mêmes publications, Donc on voit que en zone rurale proche de Brazzaville, le paludisme représente 33 à 50% des cas de fièvre. D'accord ? Il est 2 fois moins en zone urbaine. Et quand je regarde d'autres données sur les quartiers périphériques à Bobo-Dioulasso, j'ai 24% dans les quartiers périphériques, je n'ai plus que 13 dans les quartiers centraux. Donc il y a bien une différence, je dirais, en fonction des quartiers. L'âge d'acquisition des premiers accès est retardé en zone urbaine. Les premiers accès, on va les voir plutôt de 5 à 10 ans, puisque c'est ce qu'on a vu avec Brazza, où simplement, je dirais, on nous disait que 65% des enfants ou 67% des enfants n'avaient pas d'immunité à l'âge de 6-7 ans. Donc on a bien, la plupart des accès vont avoir lieu entre 5 et 10 ans. Et la part des accès, dans une étude, il a été observé que la part des accès palus dans la pathologie fébrile avait été maximum entre 10 et 14 ans. C'est-à-dire que la moitié des cas de fièvre étaient des palus, dans cette tranche d'âge de 10-14 ans. Donc on voit un décalage un petit peu du paludisme, plutôt vers des âges plus anciens. C'est ce qu'on espérait voir aussi. Donc le risque des formes graves chez l'enfant est plus bas dans les populations où le risque de transmission est le plus élevé. D'accord ? Ça je pense que c'est quelque chose de tout à fait accepté. Et on voit bien ici, c'est une étude qui a eu lieu à Conakry, avec donc des quartiers périphériques et des quartiers centraux. On regarde le nombre de cas de paludisme simple, c'est nos petits diagrammes. Et on voit qu'ils sont bien plus importants donc dans les quartiers périphériques. Par contre, quand on rapporte les cas graves à la population, là c'est la population des gens qui habitent dans les différents endroits, même si d'un point de vue nombre de cas, on dirait qu'il n'y a pas grande différence. Si on rapporte ce nombre de cas à un dénominateur qui sera la population, il y a le problème des cas graves est bien plus important dans les quartiers du centre de la ville que dans les quartiers périphériques.
Au niveau mortalité, parce qu'il faut s'intéresser également à la mortalité liée au paludisme, il n'a été montré aucune différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc la question est-ce que c'est dû à une meilleure prise en charge générale au cours de ces dernières années, avec tous les programmes qui ont été mis en place pour permettre l'accès à des médicaments beaucoup plus faciles au niveau familial. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'en milieu urbain, on a une meilleure accessibilité aux soins, au moins une accessibilité géographique. On ne parle pas de l'accessibilité financière, qui est encore un autre problème. Mais d'un point de vue d'accessibilité géographique, le milieu urbain permet une meilleure prise en charge des cas et une prise en charge peut-être plus rapide des cas. Donc, quand on va s'intéresser un petit peu à l'origine d'infection des cas qui surviennent en milieu urbain, on se rend compte qu'il y a deux possibilités. Soit on est un cas autochtone, ça c'est ce qu'a montré une étude également qui a été faite sur Tananarive, avec finalement très peu de cas, 5 sur 26 cas qui étaient inclus dans l'étude, et on a remarqué que ces cas survenaient le long d'une rizière, d'accord, chez des habitants assez proches et qui habitaient donc dans les rizières. Donc ça, c'était le facteur de risque qui avait été déterminé. Mais la plupart des cas, en fait, qui surviennent en milieu urbain, sont essentiellement des cas d'importation, non pas des cas d'importation sur un voyage à l'étranger, mais des cas d'importation sur un voyage dans le pays, avec des antécédents de voyage en zone rurale. Donc 80% des cas qui avaient été diagnostiqués sur Tana pendant ces deux études transversales avaient procédé des antécédents de voyage. Une autre étude qui reprenait des données faites sur l'hépatite C a montré que le risque, l'item antécédent de voyage en zone rurale, pour cet item, on avait donc un autre ratio de 1,36 et on retrouvait exactement à peu près la même chose sur une étude qui avait été menée donc à Abidjan. Donc la plupart des cas qu'on retrouvera en milieu urbain sont essentiellement liés donc au problème des voyages en zone rurale, et donc il y a peut-être toute une politique de prévention pour dire aux gens attention, vous partez en zone rurale, protégez-vous. Donc voilà, j'en arrive à mes conclusions et ensuite on pourra donc ouvrir la discussion. Donc le paludisme urbain, dans le paludisme urbain, donc on a une plus faible transmission qu'en milieu rural, c'est ce que l'on a vu. Cette plus faible transmission est liée, et cette plus faible transmission est quand même à mettre un petit peu, je mettrai un petit bémol sur cette plus faible transmission, car on a vu que dans certaines zones, dans les quartiers périphériques, on trouvait une transmission quasiment identique ou un risque quasiment identique qu'en milieu rural. Et donc en fonction du faciès épidémiologique, je ne pense pas que cette phrase soit applicable de façon systématique. Le paludisme en milieu urbain nous présente également une mosaïque de profils qui dépend à la fois, je dirais, qui est influencée à la fois, c'est ce qu'on a vu, par le faciès épidémiologique du pays dans lequel cette ville se trouve, qui est influencé par le niveau d'urbanisation du quartier dans lequel on habite, et qui est également influencé par la proximité ou non d'un réservoir d'eau ou d'un réservoir potentiel de gîtes, que ce soit des rizières, que ce soit un barrage, que ce soit des marécages. Donc cette mosaïque de profil, il va falloir l'étudier pour pouvoir appliquer des stratégies de prévention, je dirais, ciblées. Et pour cibler une stratégie de prévention aujourd'hui, il est difficile de se passer donc de la cartographie des zones et des photos satellitaires assez précises qui permettraient d'identifier au niveau d'une ville un gîte larvaire, parce que l'on a vu que le moustique avait un déplacement peu important, le risque était plus important quand on vivait à moins de 100 mètres d'un gîte, et donc c'est bien en identifiant les gîtes potentiels qu'on pourra avoir des actions de prévention ciblées. Le paludisme en milieu urbain, on peut le caractériser comme un paludisme instable, d'accord, et donc comme un paludisme instable, il se caractérise par
possibilité d'avoir des formes graves et la possibilité de voir malheureusement un jour ou l'autre se développer une épidémie si on ne met pas en place des mesures de contrôle qui seraient probablement des mesures de contrôle, je dirais, entomologiques. Donc je terminerai sur la grande question qui est posée depuis quelques années. Est-ce que le paludisme en milieu urbain sera le paludisme de demain? Là, je n'ai pas encore la réponse. Donc je vous remercie de votre attention et je vous questions.